Bonjour à toutes et tous. Alors, quand on m'a proposé d'intervenir, je me suis dit, bon, est-ce que je fais une énième intervention sur les affinités entre science et démocratie et comment c'est grave qu'on soit attaqué sur les deux flancs, ou est-ce que je vous parle, c'est moins confortable, d'un cycle de recherche que j'initie tout juste et qui pourrait peut-être nous dire 2-3 choses sur le moment historique que nous vivons, le nous étant aussi bien le nous de la science que le nous des sociétés humaines et éventuellement les divisions fractales du nous, puisque une des grandes questions, je pense, quand on parle d'environnement et d'écologie, c'est quel nous paie quel prix aussi. Et cette question qui m'intéresse, moi je suis historiquement plutôt quelqu'un qui travaillait sur les mouvements sociaux, mouvements de sans-papiers, gilets jaunes il y a quelques années, etc. C'est celle de la répression des mouvements en faveur du climat, de l'environnement. Je le dis tout de suite d'ailleurs que ces mouvements s'appuient sur la science ou sur d'autres formes de lutte pour la terre, voilà, pas forcément de gens qui ont une conception scientifique de pourquoi il ne faut pas qu'on leur prenne leur terre, leur production, etc. Voilà, qu'est-ce que ça dit déjà quelque chose en fait que je suis pas la seule à me mettre à travailler sur les questions de répression des mouvements. On est quand même un certain nombre aujourd'hui dans la recherche à travailler sur les mouvements sociaux et à se dire peut-être que je vais un peu moins travailler directement sur les militants et peut-être un peu plus sur ce que rencontrent les militants. Et en soi, c'est un signal sur comment nos sciences sociales du politique se positionnent par rapport à des menaces autoritaires. C'est un premier signal finalement de ce qui nous arrive. Donc je suis pas du tout ici pour dire qu'est-ce qui fait que la science est écoutée ou pas. Je suis ici pour vous proposer avec d'autres en sciences sociales quelque chose sur qu'est-ce que les sciences sociales du politique peuvent éventuellement dire de ce qui menace écologiquement, socialement, politiquement nos sociétés. Et donc, je le répète, c'est pas confortable parce que je suis vraiment à ce moment qui est revue de littérature, veille documentaire. Donc, effectivement, si quelqu'un se lève et dit que nul ne parle s'il n'est ethnographe, je suis pas encore au stade où j'aurais fait une ethnographie de l'archive, etc. Je sais. Mais je pense que voilà, les questions que ça amène pourraient éventuellement vous intéresser. La première question étant, est-ce que c'est si nouveau que ça, cette répression des mouvements climat, environnement. Après tout, on se souvient de la mort de Vital Michalon en France au moment des protestations contre la centrale nucléaire de Crémalville. Vital Michalon qui meurt d'un lancer de grenade. On connaît tous le slogan de Chico Mendes, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Chico Mendes qui est historiquement un syndicaliste brésilien, défenseur des seringueiros, les extracteurs d'EVA, et qui se bat pour la défense de la forêt face à ce que c'est que l'appropriation de la terre. Donc voilà, on a à la fois du recul temporel, on voit aussi ce qui se passe au Royaume-Uni. Je vais vous montrer quelques images. Voilà. Je pense que vous connaissez au moins une partie de ces images. La première en haut à gauche, c'est les protestataires de Just Stop Oil qui bloquent l'autoroute M25 pour alerter sur la question extractive et qui, pour plusieurs d'entre eux, ont écopé de 4 à 5 ans de prison. 5 ans pour Roger Hallam et c'est redescendu à 4 après appel. Aux États-Unis, la lutte contre la construction du centre de formation policière Cop City, Atlanta, qui s'est soldée par un mort par balle, puisque il y a eu à la fois du tir à balles réelles de la police contre la construction de ce centre qui allait empiéter sur une forêt locale, donc c'est à la fois une lutte pour l'environnement et aussi contre l'extension, si vous voulez, de l'espace policier. Et il y a eu donc un mort par balle et beaucoup d'arrestations, d'amendes et des arrestations, notamment au nom de la lutte antiterroriste. Et je reviendrai sur ces points. En haut à droite, un cas qui est assez connu, qui a été la lutte autour du pipeline Dakota Access et qui s'est manifesté aussi par une protestation des tribus Sioux contre le fait de passer sur ces terres et qui s'est suivi à la fois d'amendes monumentales et l'amende monumentale de Greenpeace de centaines de millions de dollars, elle est liée à cette lutte-là. Bon, en bas à gauche, je ne vous fais pas un dessin, c'est une partie du déploiement qui s'est manifesté à Sainte-Soline où on sait qu'il y a eu des blessures extrêmement graves, qu'il y a eu ensuite la dissolution des soulèvements de la terre, même si elle a été annulée en Conseil d'État, et des cas aussi, j'y reviendrai, où des personnes ont été ensuite ont connu des déboires professionnels, par exemple, pour avoir été liées
au soulèvement de la terre et à Sainte-Soline. Et puis le dernier cas qui a été aussi la lutte autour de tout l'espace d'extraction minière à ciel ouvert entre Lützerath et la forêt de Hambach, où il y avait eu un mort également, un journaliste tombé d'un arbre. Bon, là, je vous parle de États-Unis, Europe, mais évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure. Si on évoque ce qui se passe au Brésil, en Colombie, en Serbie aussi, au Vietnam ou aux Philippines, on a également une répression absolument considérable, en tout cas qui se traduit par des morts, par des arrestations, par des incarcérations, par des fuites du pays, chez un certain nombre de ces militants. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ou essayer de penser à partir de ces situations dans un contexte qui est un contexte par ailleurs plus large de ce qu'on appelle criminalisation des mouvements sociaux, qui est quelque chose qui commence à être beaucoup pratiqué dans la littérature de sciences sociales, aussi bien chez les gens qui travaillaient sur les questions de maintien de l'ordre, je pense par exemple au livre de Filiol et Jobard qui s'appelle Politique du désordre, ou à tout un ensemble de chercheurs qui travaillent sur des répressions sectorielles X ou Y. Et je rajouterai un dernier problème qui est, est-ce que c'est pour ça qu'il faut se mettre à écrire comme des tracts, ce qui est souvent un truc un peu compliqué, surtout quand on fait actuellement de la science politique et qu'on a l'impression d'être plongé dans un TP dystopique géant. En tout cas, c'est mon métier depuis à peu près 15 ans, de me dire, s'il y avait des TP en sciences politiques, il suffirait d'ouvrir la télé pour se dire qu'on est plongé dedans. Et il me semble par ailleurs que peut-être que l'utilité des sciences sociales, c'est, j'anticipe un peu sur la conclusion, mais c'est peut-être de dire à tout un ensemble de défenseurs de l'environnement qui s'appuient sur la science ou sur autre chose, qui ne sont pas tous seuls, au sens où ce qui m'a frappé en fait en faisant cette espèce de défrichage documentaire et de littérature savante internationale, c'est la ressemblance d'un certain nombre des techniques de par le monde. Voilà, il y a des endroits où on meurt plus de ces formes de répression que d'autres, mais la ressemblance de ces techniques de par le monde est absolument frappante. Alors je vais essayer de procéder en 4 moments, déjà en essayant de revenir un peu sur ce que sont les pôles de production de connaissances, d'alerte sur ces phénomènes, en gros qui décrit quoi, avant de mettre à plat un peu ces techniques répressives et d'essayer de voir ce qu'on peut en penser, ce qu'on peut en dire. Si ça veut bien. Voilà. Alors, 2 registres journalistiques, par exemple, pour parler des activistes climat et de la répression dont ils font l'objet. Bon, en gros, vous avez soit le cadrage typique tabloïd britannique, évidemment le cas britannique fonctionne très très bien, sur les échos fanatiques, versus le Guardian qui a pour le coup développé, et j'étais admirative de la qualité du travail du Guardian depuis des années pour documenter l'amplitude de la répression à l'égard des militants du climat, que ça soit en France ou à l'étranger. Et pour le coup, on voit que le modèle de financement du Guardian a à voir avec la capacité de produire de la connaissance documentée sur ce qui se passe. Je vous isole par exemple une sélection de papiers absolument centraux du Guardian sur ces questions. Bon, donc la presse peut, pour le coup, nous donner quelques outils utiles. Les rapports d'ONG et certaines de leurs bases de données, avec cette façon de faire de la politique qui, à mon avis, est familière à beaucoup de défenseurs de l'environnement, c'est la forme rapport. Ce qui fait d'ailleurs qu'entre certains travaux scientifiques et certains travaux d'ONG, il y a évidemment 10 000 passerelles et que parfois certains rapports d'ONG sont bien meilleurs que certains papiers publiés par des collègues aussi. Ça arrive. Bon, alors c'est Global Witness, par exemple, qui va beaucoup documenter. Alors maintenant, Global Witness, ils ont chaque année leur liste des morts internationaux dans la défense du climat. Alors en arrimant à la question de la défense de la Terre, mais vous avez la liste la plus documentée possible sur les morts par secteur, les meurtres, les arrestations, les kidnappings, les procédures Bayon, c'est très très bien fait. Autre très bonne découverte dans, je le répète, cette espèce de découverte documentaire, c'est ce qu'a fait Climate Cabinet, qui est partiellement, qui est à la fois une
un think tank ONG lié à Stanford, et les deux rapports sur les infrastructures, sur les lois relatives aux infrastructures critiques et sur la façon de bloquer l'action climatique sont là aussi des rapports de très grande qualité. Je mentionne le rapport de Greenpeace Greenpeace États-Unis qui a testé de très près ce que c'était également que l'action des grands groupes, et par exemple Friend of the Earth Danemark qui a publié aussi des choses intéressantes. Et à côté de ça, vous avez une myriade de travaux de sciences sociales qui vont osciller entre l'alliance avec les mouvements, parfois une quantification, mais qui est une quantification parfois un petit peu décontextualisée. C'est en ça que je disais parfois qu'un bon rapport d'ONG bien ancré dans une description correcte vaut parfois mieux que additionner des carottes et des patates sur ce dont on parle sur 50 ans d'écart. Je vous dis ça par exemple, je suis tombée sur quelque chose qui n'est pas inintéressant. Alors, tous ces textes sont intéressants. Le rapport de l'université de Bristol sur la criminalisation, le rapport de Nathalie Butt et autres chercheurs, ou le papier d'Andrea Brock, qui est en même temps une militante aussi de la lutte climat sur Hambar. Mais c'est vrai qu'on a parfois en fait, sur quoi travaille par exemple le rapport de Bristol. Il travaille sur une base de données d'ONG, de fait, pour essayer de voir ce que sont les conflits environnementaux, en montrant d'ailleurs que les mouvements climat, qui sont effectivement plus des mouvements urbains, avec des demandes souvent plus radicales, se distinguent d'autres types de mouvements, on constate quoi? On constate des lois anti-protestation, de la criminalisation via les tribunaux, les poursuites, avec très souvent le fait d'abaisser le seuil des poursuites, tout un ensemble de techniques, effectivement, d'injonctions d'entreprise à l'égard des protestataires. Vous avez un autre article qui est aussi un peu un article vue globale. Donc c'est marrant parce qu'en sciences sociales, ce type d'écriture, je pense qu'il paraîtra totalement banal aux collègues qui sont en sciences de la vie, en sciences expérimentales, mais pour nous, en fait, ce type d'écriture en sciences sociales est moins fréquent. L'écriture à 10 sur base globale mondiale, qui se revendique de l'écologie politique statistique, qui s'appuie aussi sur un atlas de la justice environnementale et qui ont quelques résultats pas inintéressants, même si je vais expliquer après pourquoi je suis pas totalement à l'aise avec ce type de codage, qui ont des résultats pas inintéressants sur le fait qu'il y a quand même une criminalisation d'au moins un cinquième de ces luttes, que ces luttes sont marquées dans à peu près un cinquième des cas aussi par de la violence physique, que les assassinats augmentent plutôt quand on a des populations indigènes, autochtones qui s'investissent dans ces luttes. Après, vous avez un atlas mondial de tous les petits conflits, mais c'est sur 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que vous avez aussi bien le Larzac, Plogoff, si je prends la France, que la 69 ou Sainte-Soline. Ce qui est pas... Comment dire ? Ce qui veut dire que, un historien bondirait, ça veut dire que ça annule complètement les dynamiques politiques qui ont pu se passer dans 50 ans sur un pays pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais paradoxalement, pour se faire entendre ou pour pointer des types de régularités, c'est parfois le type d'écriture qui est efficace, quand bien même scientifiquement c'est pas tout à fait le genre de science sociale que je trouve la plus convaincante. Comme s'il fallait jouer dans un registre de comptage comme gage de scientificité, alors que parfois une bonne ethnographie bien enracinée, bien réflexive serait peut-être plus convaincante. Et puis vous avez, toujours dans ce qui peut nous permettre de documenter un petit peu ce qui se passe, et qui m'a frappé, je me disais, est-ce que c'est si important que ça, etc. Vous avez aussi tout un ensemble de prises de parole du côté des institutions internationales spécialisées, droits de l'homme et environnement. Ça va être par exemple la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, qui déclare en 2023 qu'il faut que la répression des mouvements environnementaux pacifiques s'arrête, donner plus de place au dialogue, etc. C'est Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus, qui, je cite, écrit que la répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue, je cite toujours, une menace majeure pour la démocratie et les droits humains, où c'est le commissaire
aux droits de l'homme des Nations Unies, qui décrit comme profondément troublante la loi Public Order adoptée en avril 2023 au Royaume-Uni et qui permet de réprimer plus durement les militants de Just Stop Oil. Alors tout ça nous donne un début d'idée de ce qui se passe. Que faire de ce début d'idée ? Déjà, ça permet de clarifier ce qui compose ce vaste arsenal de pratiques coercitives. Vaste arsenal de pratiques coercitives, en effet. Alors, violence en maintien de l'ordre et haute violence physique sur les activistes, avec des tirs au flashball qui ont aussi été utilisés, pas seulement en France, hein, avec le succès qu'on connaît, mais aussi aux États-Unis, grenades de désencerclement, gaz lacrymogène, voire tirs à balles réelles, comme je l'évoquais tout à l'heure. Surveillance et dimension préventive. Alors cette question de la dimension préventive, elle est absolument centrale de façon générale contre l'activisme aujourd'hui, mais elle se manifeste par exemple par le fait d'empêcher certaines personnes d'aller à une manifestation avant qu'elles ne surviennent. Et je ne vous parle pas d'horribles black blocs surveillés par la police ou fichiers S. Hein. Je vous parle d'un membre de France Nature Environnement qui a prévu d'aller à une manifestation sur les zones humides et qu'on met en garde à vue avant qu'il ne parte. Donc des interdictions de manifester qui se multiplient, c'est quelque chose qui avait été beaucoup utilisé au moment des Gilets jaunes, mais qui est beaucoup utilisé contre les activistes environnement, climat. Il y a en 2022 une prise de parole du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui en fait doit donner son avis sur notamment les demandes de mise en écoute des services français et qui déplorait de recevoir bien trop de demandes qui lui étaient adressées et qui portaient sur les militants notamment écologistes. Et qui disait, ce président de cette instance, qui disait, il ne suffit pas de dire cette personne était à Sainte-Soline, il faut prouver qu'elle a participé à un groupement violent. Voilà. Et donc les instances de régulation sont elles-mêmes embarrassées de ce qu'on leur demande. On se souvient que la COP21, alors c'était certes dans la foulée des attentats de novembre 2015, mais que la COP21 avait aussi connu son lot d'assignations à résidence avant d'aller participer. Donc tout un ensemble de choses qui inclut la garde à vue dissuasive, hein, le temps que l'événement auquel on prévoyait de participer passe. Ça inclut aussi le fait de laisser faire, et ça je pense que c'est quelque chose à quoi on revient aujourd'hui dans les sciences sociales et politiques, la question du laisser faire à l'égard de la violence non étatique, de la violence et de l'intimidation non étatique. Alors, dans certains pays, par exemple, vous avez une criminalité qui peut être très importante. Qu'est-ce qui vous empêche d'encourager discrètement ou de laisser tout simplement un gang assassiner des gens qui dépassent un peu parce que souvent les militants sont un peu plus visibles, on les suppose un peu plus dotés de ressources, ils ont parfois un véhicule pour aller sur certaines zones. Parfois, c'est des micro-différences qui les exposent et qui vont permettre à ces personnes d'être ciblées par des groupes violents et quitte à ce qu'on enquête ensuite et qu'on ne trouve rien. Donc un laisser-faire à l'égard de la violence non étatique, sans compter le fait d'envisager des partenariats éventuels avec des forces privées de sécurité. On sait par exemple que sur l'affaire du pipeline que j'évoquais tout à l'heure, Tiger, est-ce que c'était Tiger Watch ou Tiger autre chose, il y avait donc une force de sécurité privée qui a été en première ligne de la répression à l'égard des militants qui voulaient intervenir sur le chantier, tout simplement. Le cas de Déméter, même si la cellule Déméter, elle aussi, a finalement été, son principe a été battu en brèche, sa mise en place a été battue en brèche par la justice administrative, consistait aussi à envisager quand même une forte collaboration avec la FNSEA et pourquoi pas envisager à certains moments que les chasseurs puissent être associés à certaines techniques de maintien de l'ordre en milieu rural au nom de la lutte contre l'agribashing. Donc ça recouvre tout ça, ça recouvre aussi par exemple le fait
Si je pense à France Nature Environnement, là encore, Antoine Gatté, donc de France Nature Environnement, qui racontait comment tout un ensemble d'actes hostiles de la FNSEA, des atteintes aux biens, pas des violences sur les personnes, mais type murer, déverser des ordures, pouvaient se faire quasiment devant les forces de l'ordre, qui pour le coup n'interdisaient strictement rien, alors qu'elles étaient témoins, en effet, de ce qui était commis. S'y rajoute dans la criminalisation et la dépolitisation, ce que sont à la fois les applications du droit, applications inégales, et les changements du droit. Avec un développement de législation spécifique, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, vraiment autour des questions environnementales. Alors je vais essayer là aussi de... ah oui, non, ça c'est sur l'éco-terroriste. J'avance un peu, juste, voilà. Ça c'est les lois anti-protestataires autour des luttes sur les pipelines. Et je reviendrai aussi sur comment ont été conçues ces lois contre les protestations relatives aux pipelines, qui tournent autour de la notion d'infrastructure critique. Et donc c'était des lois qui ont été vraiment consécutives aux luttes de 2016 autour du pipeline du Dakota, et qui sont des luttes qui criminalisent de façon très lourde le fait d'intervenir sur un chantier. Bon, le sabotage, j'en parle même pas, pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison pour le type de sanctions. Au Royaume-Uni, on a eu aussi une législation qui a même permis aux juges, lors des procès, notamment des procès des militants de Just Stop Oil, de leur interdire de faire référence au climat. De leur interdire de faire référence au climat lors du déroulement de leur procès. Donc vous êtes mis en cause pour des dégradations, des interruptions, donc vraiment de la désobéissance non violente, classique, mais vous ne pouvez pas dire le mot climat lors de votre procès, parce qu'on considère que ça va être contempt to court, et donc une absence de respect de la Cour. Bon, on peut rajouter évidemment la question de l'interdiction des organisations, même si elle est prévue souvent par d'autres appareils juridiques. Donc, à la fois, on applique plus durement le droit, on utilise un droit qui était prévu pour autre chose. C'est particulièrement le cas de la législation antiterroriste. Ou de la législation contre le séparatisme. En fait, ça dépend de ce qu'on a dans le pays. En Italie, on utilise beaucoup les lois anti-mafia également contre des militants climat, où on va utiliser les fameuses SLAP, les Strategic Litigations Lawsuits, contre des militants. Ça peut être là aussi un producteur de pommes qui n'aime pas votre documentaire, qui explique comment vous avez pollué en brûlant de la paille avec du pétrole pour chauffer vos pommiers pendant l'hiver, et qui intente à votre égard une procédure pour vous épuiser. Je voudrais revenir simplement sur la question des accusations comme éco-terroristes. Il y a quelque chose qui se joue vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir symbolique de l'État. Pouvoir symbolique de l'État, c'est que même sans grands moyens, vous êtes le ministre de l'Intérieur et vous dites c'est de l'éco-terrorisme. Alors ça vient de loin, c'est pas seulement Gérald Darmanin qui a inventé ça. J'ai retrouvé ce témoignage qu'on trouve facilement en ligne d'un membre du FBI qui explique. Il y avait une enquête du FBI sur qu'est-ce qui s'est produit en matière de terrorisme écologiste. Alors le rapport concluait très honnêtement qu'il y avait eu 0 mort. Il y avait eu 0 mort, mais le mot écoterrorisme, lui, était forgé. C'est un peu la même chose que d'autres rapports qu'on a vu passer récemment, où quand on lit le rapport, en fait, ça donne une vue bien plus nuancée, mais l'important n'est pas forcément le contenu du rapport, parce que les gens ne lisent pas tellement les rapports, c'est comment le rapport va éventuellement être promu publiquement. Et donc c'est ce rapport-là qui va parler d'écoterrorisme, même sans mort. Ça va être la question du définancement. Le contrat d'engagement républicain a été utilisé pour priver de subventions certaines associations défenseuses du climat, en expliquant qu'elles étaient séparatistes ou qu'elles ne respectaient pas la loi et qu'on ne finançait pas les gens, etc. Ça peut être le fait de rendre coûteux l'activisme.
une postdoctorante là récemment à Toulouse, à qui on oppose les zones à un régime restrictif. Là pour le coup ça touche vraiment à nos petites affaires d'enseignants-chercheurs. Et en fait quel était le seul problème de son CV? Ça avait été manifestement d'être une porte-parole des soulèvements de la terre. Et ça peut être aussi toute une économie de l'intimidation. Vous savez ce qui est arrivé au domicile de Claire Nouvian il y a quelques jours avec sa fille en larmes parce que on souille son pas de porte d'une peinture noire en montrant bien qu'elle est sous surveillance. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Bon, est-ce que ça veut dire que cette répression est disproportionnée en termes d'usage de la violence? Sans doute. 0 mort, hein, je le répète. Après, bon, effectivement, si on compare aux Gilets jaunes, si on compare à tout ce que c'est que l'histoire de la répression du syndicalisme dans les pays du Sud, pas forcément. Mais je pense qu'une partie de l'effarement a à voir avec ce que c'est que, allez, disons-le, des classes moyennes, blanches, intellectuelles, assis, qui ont le sentiment de proclamer dans l'espace public de plus en plus quelque chose qui est assis sur la science et qui se trouvent confrontés à des murs. Donc ça, je pense que... Voilà. Banalité de la violence d'État et de ce que c'est que la tolérance différentielle de l'État à l'égard de la protestation. Là aussi, c'est pas un scoop. Hein. On sait que les agriculteurs peuvent casser beaucoup plus de choses que d'autres groupes. Ce qui est intéressant, je trouve ici, c'est de faire varier les contextes de la protestation pour mieux comprendre comment ça s'arrime dans des trajectoires nationales. Christophe parlait tout à l'heure de ce que c'est que l'histoire française, de Elf, de la France-Afrique, etc. Et ça, je trouve que ça explique pourquoi on tue plutôt les gens à un endroit, pourquoi on fait plutôt des amendes à un autre. Il me semble qu'il y a quelque chose à creuser quand même. Bon, je fais sauter toute la partie 4, j'en suis bien désolée. Il y a quelque chose à creuser sur quand même tout un monde de la fiction qui passe son temps à imaginer que les terroristes et que les écologistes passent à l'écoterroriste alors que à l'écoterrorisme ils ne le font pas. Et même dans le ciné indépendant sympathique. Kelly Reichardt, Night Moves, on fait sauter un barrage et puis boum, quelqu'un meurt. Et donc il faudrait vraiment s'interroger sur à la fois ce que c'est que le travail du Figaro, de tout un ensemble d'ouvrages d'essayistes qui passent leur temps à dire qu'on est vraiment en route pour l'écoterrorisme. Qu'est-ce que les transformations du maintien de l'ordre font véritablement à la protestation? C'est pas que sur l'environnement, hein, toutes ces questions. Et avec la banalisation du droit antiterroriste, qu'est-ce que c'est que les héritages coercitifs des trajectoires étatiques, que ça soit en France, que ça soit au Brésil, et notamment quand se greffent effectivement de lourds conflits autour de la Terre. Personnellement, un de mes programmes scientifiques, et je conclurai juste sur ce point, bien désolé d'avoir dû aller un peu vite, c'est l'importance de réintégrer les acteurs économiques dans l'exercice de la contrainte. En sociologie politique, en sociologie des mouvements sociaux, on a beaucoup parlé de la fonction répressive de l'État sur les mouvements sociaux. Et là, ce qu'on voit remonter dans la littérature, mais qui est aussi la chose qui saute aux yeux, qu'on lise de corporate counterinsurgency, c'est véritablement la puissance d'acteurs économiques liés à l'extractivisme en particulier, dans la capacité à déployer une coercition multiforme qui ne passe pas seulement par la violence, mais par l'usage du droit, par les menaces de mort, par tout un ensemble de façons d'agir. Puis pour le reste, je pourrais développer d'autres points. Merci.